Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Mon invité Claude Parisot est thérapeute de couple et il pratique la méthode Imago. Alors certains en connaissent l'intérêt et l'efficacité. Avec lui, je vous propose qu'on aborde aujourd'hui le sujet des choix amoureux parce que, quoi qu'on en dise, on ne se rencontre jamais vraiment totalement par hasard. Nos choix amoureux se font la plupart du temps indépendamment de notre volonté. Je veux dire qu'on ne choisit pas consciemment. Il y a une sorte d'attirance plus forte que nous qui nous pousse vers cette personne. Alors, c'est pas toujours valable pour nous d'ailleurs, et c'est parce qu'on rencontre cette personne que nous allons nous découvrir. Parce que l'autre est une sorte de miroir grossissant. Il va nous révéler des choses cachées chez nous. Alors, si vous avez envie de venir en parler, de parler de votre choix amoureux, qu'il soit bien pour vous ou qu'au contraire, il ait été très néfaste, eh bien, on sera ravis de vous entendre parce que ça nous permettra de bien comprendre justement comment nos choix amoureux se guident. Et bien sûr, on vous invite à composer le 0826 300 300. Bonjour Claude Parisot. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes l'auteur à succès de Réenchanter son couple aux éditions Erol. Alors le titre ne l'annonce pas, mais dans ce livre, vous vantez les mérites de la thérapie Imago, c'est-à-dire on est face à face et on se dit les choses en toute vérité. Oui, c'est ça, on se dit les choses, on apprend à parler de cœur à cœur en fait, au lieu de parler avec la tête ou dans les émotions. On apprend justement à écouter l'autre dans son monde et surtout aussi à comprendre pourquoi on s'est choisi, comme tu disais tout à l'heure. C'est pourquoi on se choisit, pourquoi et voir qu'on ne s'est pas choisi par hasard, et aussi de comprendre nos conflits. Pourquoi on est en conflit, pourquoi les conflits c'est normal et que c'est pas forcément néfaste. Si ça va vers la violence, oui, ça c'est pas sympa, mais on peut faire autrement. Et donc voilà, c'est ça. C'est dans ce livre, je donne pas mal d'outils aussi pour, je dirais même presque tous les outils pour se parler de cœur à cœur et justement de prendre responsabilité dans tout ce qu'on vit, de comprendre pourquoi on s'est choisi, pourquoi c'est compliqué par moments. On sait quand on est jeune, qu'on tombe amoureux de quelqu'un, on ne sait pas pourquoi on tombe amoureux, mais on sait que très vite l'autre va nous faire souffrir parce qu'on en attendait autre chose, parce que et en fait ce qui est intéressant à comprendre, notamment par la méthode Imago, c'est que finalement l'autre ne veut pas nous faire souffrir, c'est juste qu'il appuie quelque part où c'est douloureux. C'est bien ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'autre, bien sûr, il cherche jamais à nous nuire, même quand on a l'impression qu'il nous veut du mal, il ou elle. C'est juste qu'il appuie sur des boutons. Oui, c'est ça. C'est 90% de notre souffrance ou de ce qu'on vit est lié à notre histoire. L'autre, juste, il appuie sur un bouton. Nous, on aime bien parler des 90-10 pour montrer combien l'autre, en fait, il est juste il appuie sur un bouton. Parce que, par exemple, si je prends un exemple concret par rapport à ça, une personne qui va laisser l'éponge dans l'évier. Moi, ça peut m'agacer, mais ma partenaire, si elle vivait avec quelqu'un d'autre, lui, ça l'énerverait peut-être pas. Donc c'est moi que ça énerve. Donc c'est juste de comprendre pourquoi moi ça m'énerve. Et c'est pas l'éponge, c'est juste les sentiments qui sont en dessous, qui font que ça réveille des blessures ou des besoins non satisfaits de l'enfance. Et c'est toujours lié à notre enfance, comme on verra. Oui, comme on va sans doute s'en rendre compte. Est-ce que vous avez une explication rationnelle pour expliquer pourquoi on va être attiré par quelqu'un qui va justement appuyer là où ça fait mal Oui. On appelle ça l'imago. L'imago, ça vient de Jung. L'imago, c'est l'image qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. Et donc, c'est des choses positives et négatives. Et on imprime ça entre 0 et 6 ans à l'intérieur de nous. Et ça va se réveiller, cet imago, à nos premiers émois amoureux, dans la relation amoureuse, parce que on va rencontrer forcément, en fait, notre inconscient nous fait être attiré, comme tu disais tout à l'heure, par des personnes qui possèdent ces caractéristiques positives et négatives des personnes qui se sont occupées de nous enfants. Donc au début, c'est que des choses super, c'est-à-dire la personne qu'on choisit, elle appuie sur nos boutons verts.
Et très vite, on va se rendre compte que ces mêmes choses qu'on adorait au début, quand la période romantique elle est passée, on peut en reparler, qui dure entre 1 jour et 3 ans, j'ai envie de dire. On dit souvent au maximum 3 ans, mais ça peut durer très court. On va voir la personne telle qu'elle est, et les choses qui qu'on a aimé vont devenir des choses qui nous font réagir ou qu'on va détester. Par exemple, moi je pense à des gens qui adorent l'humour. Par exemple, on va rencontrer, j'adore son humour, et puis comme il n'y a pas eu beaucoup d'humour dans son enfance, ou alors ça rappelle quelque chose justement où il y avait les moments d'humour, on se sentait heureux dans la famille, on va choisir inconsciemment quelqu'un qui a de l'humour parce que c'est notre imago. Et puis au bout de quelques années, on va reprocher à ce même partenaire, oui mais c'est bien beau ton humour, mais tu peux pas être un peu sérieux. Oui, tu prends tout à la légère. Tu prends tout à la légère, on peut jamais parler sérieusement, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, il y a un autre choix amoureux qu'on rencontre aussi parfois, c'est l'effet miroir. On rencontre l'autre tellement il nous ressemble. C'est encore autre chose, ça ? Non, en fait, le miroir, il peut être des deux côtés. En fait, c'est très souvent, soit on rencontre quelqu'un qui vraiment nous ressemble vraiment sur pas mal de choses, mais après on découvre quand même qu'il y a beaucoup de choses, notamment dans la réactivité, qui est très complémentaire, qui est pas du tout la même chose. Mais souvent, on peut rencontrer quelqu'un, on a l'impression que c'est notre double. On a rencontré enfin l'âme sœur, fameuse âme sœur. Et ça peut être ça. Et des fois, ça peut être complètement l'inverse. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Cette imago-là peut prendre plusieurs formes. Très souvent, on peut tomber aussi amoureux de personnes qui possèdent des choses que nous avons mais qu'on ne voit pas. Des qualités, par exemple. Ça c'est plutôt positif, parce que ça nous permet de révéler nos qualités, et ça c'est plutôt, je dirais, une rencontre très positive. Voilà, ça c'est le côté positif aussi de la rencontre, c'est important de le voir. Souvent, on le voit moins, mais ça c'est vrai aussi. Et aussi, bien sûr, le partenaire, tout ce qu'on lui reproche, c'est des parties qu'on a aussi en nous, mais qu'on ne veut pas voir, ou qui sont encore aveugles. On appelle ça le soi nié, ou le soi perdu. Voilà. Et alors, il y a également le choix inverse, c'est-à-dire que par exemple, on est un peu trop dépensier, et on va choisir quelqu'un qui est un peu avare, comme si ça allait peut-être compenser, croit-on, alors qu'en fait c'est souvent source de conflit, évidemment. Complètement, parce que derrière, en dessous, là, on faudrait le faire avec un couple, si un couple qui veut témoigner là-dessus, c'est très intéressant, mais souvent, derrière la problématique de l'argent, il y a la même blessure. Par exemple, il y en a un qui va plus dépenser, c'est les deux, c'est blessé, mais c'est protégé d'une manière opposée. C'est ça, il y en a un qui va faire le contraire de ses parents, donc être très avare, voilà. Et puis l'autre qui va faire comme ses parents, tout dépenser, mais finalement on en arrive à la même blessure, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choix amoureux que je n'ai peut-être pas cité, là, vous en voyez d'autres les choix amoureux, après, nous, dans notre société, quand même, c'est beaucoup l'imago, justement, on choisit, c'est notre inconscient. Moi, je vois ça, l'inconscient, comme nos petits-enfants intérieurs, qui reconnaissent un petit compagnon de jeu ou une petite compagne de jeu avant même que les adultes en nous ne se reconnaissent. Ils se disent, mais c'est comme si moi, par exemple, j'ai souvent apprécié des femmes qui avaient beaucoup d'émotions, mais en dessous de ça, mon enfant intérieur, c'est qu'il voyait la tristesse. C'est quelque chose, et c'est comme si j'allais être compris, parce que moi, le petit garçon, je me sentais très triste, mais j'ai jamais beaucoup exprimé. Par contre, si j'ai une partenaire qui exprime beaucoup ses émotions, voilà, je vais être attiré par une personne qui a la même blessure, mais qui elle va exprimer. Mais ça, c'est pas conscient, hein, c'est ce que je dis. Oui, bien sûr. Et après, je me rends compte que c'est ça qui va me gêner, dans les relations. Mais sinon, ça c'est l'imago. Mais après, il y a aussi d'autres cultures aussi. On a remarqué, j'ai pas mal lu de textes là-dessus, avec des chiffres, que les couples arrangés, par exemple, que ce soit au Maroc, que ce soit en Inde, tous les couples qui sont arrangés, il n'y a pas, moins de couples heureux que dans nos cultures. Non, il n'y en a pas moins, c'est vrai. C'est ça. Oui. Ils apprennent à s'aimer différemment. Oui. Mais c'est en fait ce que j'ai envie de dire peut-être déjà, c'est que quand on choisit de manière un peu passionnelle, une sorte d'attirance pulsionnelle qui nous dépasse, c'est certainement assez dangereux. Alors que si c'est une relation, on tombe amoureux, certes, mais on construit la relation, c'est
c'est souvent plus paisible. Et plus épanouissant sur la longue durée. Oui, le grand coup de foudre qui nous dévaste au moment où on croise le regard de l'autre, c'est généralement parce que ça touche quelque chose de très abîmé chez nous. Ça nous dévaste positivement au début, mais après ça nous dévaste. Ça déstabilise quelque chose en nous, bien sûr. Et c'est ça qui fait que c'est souvent très, très douloureux. Bon, on en parle avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre et racontez-nous justement votre choix amoureux. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Claude Parisot, nous évoquons donc les choix amoureux. On essaye d'expliquer nos choix amoureux. Alors après, je vous dis pas qu'il faut expliquer quand vous êtes en train de tomber amoureux, que vous êtes amoureux, profitez-en, parce que c'est quand même très 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 chouette tout ça. Quand même, oui. Mais ça peut être intéressant quand vous êtes dans une relation qui dure et que les choses ne vont pas si bien que vous pensiez. C'est peut-être intéressant de comprendre justement vos choix amoureux. Et c'est ce qu'on va décoder avec Claude Parisot qui est avec nous donc. Pauline, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit en préambule. J'y réfléchissais un petit peu parce que c'est un sujet qui invite à la réflexion. Et je trouve qu'effectivement, les relations sentimentales pour moi, sont le miroir un peu de la relation qu'on a avec nos parents. Je pense pas forcément au trait de caractère, mais je pense plus au mode relationnel. Par exemple, la relation conflictuelle, par exemple, en ce qui me concerne, c'est plutôt une relation conflictuelle et assez passionnelle avec ma mère. Oui. Et c'est quelque chose que j'ai reproduit pendant longtemps, que j'ai reproduit dans mes relations sentimentales, en testant la relation très fort, quoi, en provoquant, en allant au conflit pour voir si ça tenait. Et aujourd'hui, ça a changé. Alors, moi, je trouve que le couple, il est assez révélateur des blessures communes ou de notre blessure, puisque, j'ai remarqué que la personne avec qui j'étais par le passé, les personnes avec qui j'étais dans le passé appuyaient quand même sur ma blessure. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai trouvé quelqu'un qui est plutôt complémentaire. Et je trouve que c'est la meilleure union qui soit, parce que c'est quelqu'un qui répond pas sur la même modalité relationnelle, qui répond pas par l'agressivité. Mais ce que vous dites est intéressant, et moi ce que j'aimerais comprendre, Pauline, c'est comment vous avez amélioré justement ce choix amoureux, parce qu'on entend bien au début, vous choisissez un partenaire un peu conflictuel. Alors est-ce que c'est pour le tester, pour voir s'il vous aime malgré les conflits, et donc là ça renvoie à votre désir de vous sentir aimé par maman, si je simplifie, évidemment, ou est-ce que vous le choisissez pour prendre le pouvoir comme vous auriez eu envie de prendre le pouvoir sur votre mère? Je vois deux interprétations, mais il y en a d'autres. C'était juste pour montrer bien comment il faut aussi comprendre les raisons de notre choix, parce que vous les avez identifiées. Vous avez identifié que c'était par rapport à la relation conflictuelle que vous aviez avec votre mère, mais il faut aller chercher, me semble-t-il, dans un second temps, de quoi ça parle de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est pour tester la solidité du lien qui pour moi n'était pas rassurant à l'origine. Donc c'est la première hypothèse et avec un père un peu absent. Donc du coup c'est un peu un mélange des deux. Donc avec des hommes finalement qui ne sont pas si présents que ça. Ou à distance, ou absent et absent psychiquement. Et qu'est-ce qui a fait que ça change? Vous savez, parce que ce que vous dites, il y a beaucoup de conscience, c'est tout à fait ça. Et ce que vous dites là, je vois que vous avez vraiment pris conscience des choses, mais c'est une petite question qui me vient. Comment, qu'est-ce qui a fait basculer, qui fait que vous choisissez pas le même genre de partenaire, à votre avis? L'avant-dernier, qui était une relation très forte avec une personne avec qui j'ai fait des enfants en plus, donc ça allait tellement loin finalement. Il n'a tellement pas répondu à mon besoin. Il m'a tellement fermé. Moi qui ai un grand besoin de communiquer, en plus d'explications, etc. Il se refusait à moi totalement. Il me fermait la porte
Et je me suis retrouvée toute seule avec mes angoisses. Et je trouvais que... Alors, c'est pour ça que je me suis demandé si j'avais quand même progressé, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui répondait à mon besoin de rassurance, et plutôt paternel, plutôt rassurant. Et j'ai l'impression que c'est mieux, parce que du coup je suis dans une relation plus harmonieuse pour moi. Mais je sais pas si j'ai vraiment progressé sur. Et est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux parce que vous avez mis vos limites? Parce que c'est ça la question. Est-ce que c'est vous qui êtes parti? Est-ce que vous êtes parti parce que là vous avez dit stop? Et ce que j'observe, c'est que quand on dit stop à un fonctionnement qui nous va pas, c'est ça d'être adulte, parce qu'enfant on pouvait pas. Et le fait de le faire adulte, après, on peut ne plus rencontrer cette même problématique. Je me suis dit plus jamais ça. Donc vous êtes devenu adulte. Vous êtes positionné en tant qu'adulte. Je veux plus de relations conflictuelles. Voilà. Alors, je suis conflictuelle de nature. Enfin, je veux dire, je cherche, j'ai parfois un mauvais caractère et je l'exprime. C'est pas forcément agréable pour mon compagnon. Il faut que ça, j'en use pas trop. C'est vrai. Alors, j'aime pas le terme mauvais caractère, mais en effet, vous avez du caractère, vous avez tendance à vouloir que les choses se passent comme vous avez envie, c'est ça? Oui. Bon, mais c'est une forte personnalité, c'est pas forcément un mauvais caractère, mais il est certain qu'il vaut mieux faire un choix amoureux avec quelqu'un qui est plus souple. Ah oui, il est beaucoup plus diplomate et c'est extrêmement apaisant en fait. Oui, et du coup, comme il est souple et qu'il vous laisse un petit peu dominer, ou enfin en tout cas faire ce que vous avez envie, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Oui, c'est ça. Et du coup, ça calme certainement votre capacité à être un petit peu toujours un peu agressive. Oui, je crois. Oui, donc là, on va dire que c'est un choix positif. Oui, un choix qui fait du bien, oui. C'est ça, puis l'invitation après d'être... C'est vrai que je suis d'accord avec Brigitte, et moi je parle pas de mauvais caractère non plus, vous avez du caractère. Ce qui est important, c'est, surtout avec les hommes, je le dis tout le temps, c'est important de pas les critiquer, c'est-à-dire que l'autre fait du mieux qu'il peut, il est pas là pour, comme on disait en préambule, pour nous pourrir la vie. Et quand il y a quelque chose de difficile, c'est de dire ce qu'on vit, juste ça, de parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de dire nos limites, mais pas de critiquer l'autre, parce que c'est soi qu'on critique l'autre, donc... C'est ça l'invitation. On peut avoir nos humeurs, d'être en colère, mais le plus possible, c'est de parler de soi. C'est ça qui va permettre d'apaiser la relation systématiquement. Oui, c'est vrai. Oui, sur la critique, vous avez raison. Souvent, j'explique parce qu'en fait, quand je fais un peu mon cinéma entre guillemets, je m'accable pas en disant ça, mais je me vois bien faire. Des fois, je suis un peu la caricature de moi-même, et je me vois faire. Et des fois, je trouve qu'il a une réaction un peu brute, enfin un peu premier degré. Et je lui dis, si je fais ça, c'est parce que j'attends une telle réponse, ou vous voyez, j'ai certaines exigences, ou j'attends certaines réponses voilà, je l'explique, mais c'est pas pour ça que ça peut être assez désagréable pour l'autre, quoi. Oui, voilà. Mais ce qui est plutôt bon signe, c'est que vous repérez maintenant quand vous êtes en train d'en faire un petit peu trop. Mais je pense que ça s'explique aussi de votre relation conflictuelle avec votre mère, où vous n'aviez pas la possibilité de vous affirmer. Et donc là, vous avez besoin de rattraper, si je puis dire, le temps perdu. Mais à un moment donné, ça va se calmer. Oui. Dit-elle. Pas convaincue du tout. J'ai passé 40 ans, mais ça va. On progresse tout au long de sa vie. Oui, et comme me disait, moi j'avais entendu, je crois que c'est le Dalai Lama, je vais peut-être dire une bêtise, mais il disait on passe tout son temps à vouloir changer, mais le changement, en fait, il n'y a pas à vouloir changer, c'est juste à mettre de la conscience dans nos fonctionnements. Et plus on met de la conscience, plus le changement s'opère de lui-même. Donc voilà, comme je vois que vous avez une belle conscience déjà de votre fonctionnement, il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas.
C'est le privilège de l'âge de se connaître de mieux en mieux. C'est ça. Et c'est bien aussi. Oui, et puis ce qui est intéressant dans votre témoignage, et je le souligne pour ceux qui nous écoutent, quand on choisit quelqu'un qui met pas de l'huile sur le feu sur un de notre comportement un peu compliqué dans le couple, forcément ça va s'apaiser. C'est vrai. Tout à fait. Donc a priori vous êtes sur la bonne voie, comme on dit. Oui. Merci en tout cas, merci Pauline de ce témoignage. Oui, merci Pauline. On continue, Claude Parisot, avec nos auditeurs qui ont envie de nous raconter justement leurs choix amoureux. 0826 300 300, à tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous, sexologue, thérapeute de couple et pratiquant la méthode Imago. Si vous avez envie de poser des questions sur ce sujet, d'ailleurs, vous pouvez nous appeler bien sûr sur Sud Radio. Pour l'instant, c'est Delphine qui va nous raconter comment elle a rencontré son mari et en quoi ils se sont retrouvés. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour Delphine, je ne suis pas docteur. Hein, mais... Appelez-le Claude. Claude, ça ira. J'ai pas osé. Donc je me permets, je vous appelle Claude. Merci. Alors j'ai rencontré mon mari, ça va faire 18 ans, par hasard. C'est ça qui est fou parce que on s'est rencontrés sur l'île. Lui, il est du sud, il est de Marseille. Et on s'est rencontrés un soir, par hasard dans un bar sur l'île. Et puis l'île, la ville. Je croyais que c'était sur une île. Non. Ça aurait été encore plus merveilleux, plus féerique. Et puis ça a été le coup de foudre. Mais au début, je me suis demandé s'il se moquait pas un peu de moi parce qu'on avait beaucoup de points communs. Ah oui, comme s'il faisait exprès de dire moi aussi pour vous voilà, plaire. Exactement, Brigitte, c'était ça, moi aussi. Mais il se fout de moi en plus. Parce qu'il avait un accent, contrairement à moi, l'accent du sud, c'est merveilleux quoi, par rapport à l'accent du nord. Mais ça m'avait enchanté. Je dis mais t'es pas d'ici, je suis de Marseille. Je dis oh là là. Et puis il était là pour 3 jours. Et parce qu'il était venu pour son travail, il était en déplacement et on s'est pas quitté pendant 3 jours, sauf le temps qu'il aille à ses réunions. Et quand on s'est rencontrés, je lui ai dit bon, écoute, moi je suis en plein divorce, ça se passe pas bien, j'ai 3 enfants, dont un bébé. Ah et il me dit moi aussi. Décidément. Ouais, donc je dis bon, mais moi c'est mes enfants avant tout, moi aussi. Ah ok. Puis après je lui ai dit tu sais, je vois qu'il a une médaille et puis je lui ai dit mais t'es du signe Scorpion. Il dit oui. J'ai dit moi aussi. Puis je lui ai dit mais tu vas me dire que ton ex-femme est du signe Vierge. Il m'a dit oui. C'est pas possible. Mon ex-mari était du signe Vierge. Donc c'était vraiment incroyable quoi. Et puis on a beaucoup de points communs. Alors, lui, sa première chose qu'il m'a dit quand on s'est rencontrés, parce qu'on je sais pas, il y a eu quelque chose, et on s'est dit bon, même si c'est le temps d'un week-end, on veut se revoir. Parce que ça a été un week-end extraordinaire. On a passé 3 jours comme des fous à 2. On s'est découvert, on a parlé de chacun de notre vie, nos enfants, la séparation, ce qu'on avait vécu avec nos premiers conjoints. Et lui, il me dit, moi, je ne veux plus revivre de routine. Donc là, moi, j'ai commencé à rigoler parce que moi, je suis pas du tout routinière. Et heureusement que j'ai un caractère comme ça parce que je sais que si on prévoit quelque chose, ça va jamais se faire comme on a prévu. Donc maintenant, je relativise beaucoup. Je sais que c'est comme ça. Il faut prendre la vie comme elle vient. Et donc, que lui, au début, avait beaucoup de difficultés à accepter que... quand même, enfin une différence. Voilà, il y avait ça comme différence. Mais maintenant, on en rigole. Hein, parce que je lui rappelle toujours. Je dis, mais tu sais très bien que même si tu as prévu ça, ça ne se fera pas comme ça. Donc on en rigole encore, hein, parce que j'ai toujours raison sur ce côté-là. On est du même signe, on a 8 ans d'écart, on est très sensuels tous les deux, on aime beaucoup, on s'est bien trouvé aussi sur le plan physique, parce que ça c'est très important. C'était important pour moi, important pour lui, donc ça c'était vraiment... Et puis il voulait pas retrouver ce qu'il avait eu avec sa première épouse, donc il voulait pas de routine, donc avec moi ça n'a jamais été la routine, parce que... Et je dirais même maintenant, des fois, il dit j'aimerais bien un peu de routine pour que ce soit un peu plus calme. Donc, on a toujours des projets. Mais dès le départ, on a toujours eu des projets.
Mais on voit bien que votre rencontre, c'est une rencontre qu'on appelle narcissique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une sorte, il y a d'abord une rencontre, qui fait que vous vous plaisez mutuellement, ça joue, hein, et parfois, il faut pas y voir autre chose que une attirance physique, sexuelle, hein. Il y a des rencontres, on va faire l'amour deux fois avec quelqu'un et puis il va rien se passer de plus, et là, c'est juste une rencontre d'ordre physique, si je puis dire. Donc, je pense qu'il y a eu ça au départ, et ensuite, plus vous vous parliez, vous vous confiez, plus vous aviez l'impression d'être deux âmes sœurs, si je puis dire. Oui, et c'est ça qui a tout de suite fondé, si je puis dire, le ciment du couple. Oui, c'est vrai, c'était ça. C'est en fait dès qu'on a fait l'amour ensemble, dès qu'il m'a touchée, j'ai dit je ne veux plus qu'un autre homme me touche que toi. Et c'est pas été évident puisqu'on n'habitait pas du tout la même région et on n'a pas vécu ensemble tout de suite. On a mis 2 ans et demi avant de vivre ensemble. Mais quand on se sent, comment dirais-je, quand on a l'impression que l'autre est comme nous, ça crée une sorte de confiance immédiate, ça crée une sorte de besoin de continuer à revoir cette personne, parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de se sentir compris par quelqu'un. Oui. Et puis un bien-être en soi. Exactement, parce que là, on a l'impression qu'on peut être transparent, on peut être soi-même, on peut montrer sa vulnérabilité sans danger. Enfin, c'est quand même des rencontres assez rares. Et quand ça arrive, et puis en plus là, c'était visiblement réciproque. Donc je suis pas surprise qu'il y ait eu dès le départ quelque chose de très très profond qui s'installe entre vous. Mais rare, c'est le mot, parce qu'on s'est mariés en 2012. Et à l'époque, quand on s'est rencontrés, il y avait une chanson de Calogero qui était passée, et c'était la chanson Rare. Mmh. Et c'est notre histoire, en fait. Quand vous dites, c'est vrai de se sentir soi-même, de pouvoir être soi-même avec l'autre. Et quand moi, je me suis retrouvée seule avec mes 3 filles, dans le monde des célibataires, c'est difficile de rester soi-même. Et puis vous aviez en face quelqu'un qui ressentait la même chose, quoi. Vous aviez tous les deux un bébé. C'est compliqué, hein, de s'engager avec quelqu'un qui a un bébé, mais quand on est dans la même situation, il y a plus de problème. Ouais. Puis de se retrouver, on avait tous les deux envie de trouver un conjoint, certes, mais que ça se passe bien avec nos enfants, surtout. Moi, qu'il accepte. Ce que j'entends, en plus, ce que j'entends quand même, c'est qu'il y a, c'est rare ce que vous dites. C'est vrai que on aime bien entendre ça, parce que c'est pas souvent qu'on peut entendre ça. Et moi, de mon point de vue là de thérapeute de couple, c'est ce qui me touche, c'est de voir comment tous les deux aussi vous nourrissez la relation. C'est-à-dire, quand vous parlez de pas tomber dans la routine, j'imagine que vous faites attention l'un à l'autre, attention à la relation, à ne pas tomber dans quelque chose de monotone, de rendre la vie, on va dire, de mettre du piment régulièrement. C'est bien ça? Oui. Ah oui, puis moi, j'aime bien. Puis, quand vous dites l'un à l'autre, oui, et puis de faire plaisir à l'autre, mais on sait que l'autre aussi va nous faire plaisir. C'est-à-dire que maintenant, on vit ensemble depuis, ça va faire 16 ans. On sait que, moi, tous les matins, c'est lui qui prépare le petit déjeuner. Bon, il travaille beaucoup. Vous avez mis vos rituels en place. Voilà. On a quand même une routine, malgré qu'on n'aime pas la routine. Mais c'est que du plaisir. Mais c'est pas une routine, c'est des rituels. Rituels d'amour. Oui. C'est pas la même chose, hein. Oui. C'est très très différent. C'est-à-dire que quand il vous apporte le petit déjeuner, il vous fait une offrande. Non mais je plaisante pas, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est le jour où il vous apportera pas votre petit déjeuner qu'il faudra commencer à s'inquiéter. Ah oui. C'est ça, c'est des petites attentions, et ces petites attentions, c'est ça qui font toute la différence dans les stages que j'anime. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que si on a beau savoir tout ce qu'il faut faire, si on le fait pas, c'est comme un jardin. C'est-à-dire que vous l'arrosez régulièrement, vous l'entretenez, et vous avez tous les deux conscience de ça. Et ça, c'est une clé aussi, c'est quand il n'y en a pas un qui porte, j'entends qu'il y a une grande sécurité dans votre relation, parce que vous savez que chacun donne, reçoit quelque chose d'équilibré. Quelque chose qui est vraiment qui circule. Vous avez trouvé cet équilibre? Ah oui, avec lui, bravo. oui. C'est ce que je dis souvent à mes filles ou à des amis, parce que c'est pas toujours évident de trouver une personne avec qui on est bien, on se sent bien, qu'on peut être soi-même et qu'on peut avoir des projets. Mais je vous dis toujours, c'est l'équilibre.
C'est sûr que l'amour c'est important, le plan physique c'est important, mais être équilibré avec l'autre personne, pour moi, tout tant qu'il y a Oui, mais d'équilibre, le Delphine, reste se fait. Delphine, peut-être que votre ex, donc le père de vos enfants, il a été nécessaire pour déblayer les gros problèmes qu'il fallait nettoyer chez vous. Oui, et puis bon, je pense que j'étais plus jeune. Il y a une construction en tant qu'adulte. Moi, je me suis mariée, j'avais à peine 20 ans. Oui, oui. Et puis j'avais une image du couple. Et puis après, quand on parle d'équilibre, j'avais pas la même image que mon ex-mari. Voilà. J'avais pas les mêmes attentes que. Voilà, j'étais plus en attente sur certaines choses et j'étais pas comblée. Pareil pour lui, je pense. On n'était pas sur les mêmes ondes. Peut-être que j'étais trop exigeante ou. On n'était pas sur les mêmes. Ouais, je pense qu'on n'avait pas du tout. Et puis peut-être que ça a été un choix le choix d'une maman qui trouve un bon géniteur pour ses enfants. Oui, ça je le reconnais. J'ai peut-être été plus mère que épouse. Oui, mais ça c'est aussi quelque chose qui est très très inconscient et qu'on a repéré sur biologiquement, on a repéré que les choix pour avoir des enfants parfois sont pas du tout des choix amoureux qui fonctionnent bien, mais ça fonctionne bien sur le plan génétique, parce que c'est un mélange de gènes qui sont bons pour les enfants. Je dis pas que c'est ça, j'en sais rien, mais je donne cette information qui est importante aussi vu le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Bon, en tout cas, 18 ans de bonheur. Non, 18, ils 18 se sont... Ah oui, 2 ans de 16 plus 2. Brigitte compte mieux que moi. Et donc, c'était rare, mais ça dure. Donc, ce n'est pas si impossible que ça, parce que parfois, quand on entend deux personnes qui viennent de se rencontrer, on a l'impression que tout est beau, tout est merveilleux, mais là, ça l'était et ça dure. Donc... Oui, mais moi, j'ai la clé, je sais pourquoi. Alors, c'est parce qu'elle est lilloise. Et les ch'tis, on est vraiment des gens constructeurs. Je plaisante, je suis lillois aussi, en fait, c'est pour ça que je dis ça. Remarquez, moi aussi je suis du Nord, de toute façon. Oui, sur le coin, Brigitte. Absolument, on est très objectifs. Nous sommes totalement objectifs, absolument. Merci Delphine, en tout cas, merci beaucoup. On continue avec Yannick qui nous a rejoint. Bonjour Yannick. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Yannick. Alors, je vous pose 3 questions, puis vous en poserez une ensuite à Claude. Oui. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un trio, Yannick ? Grand blanc. Oui. 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 Pourquoi vous avez mis du temps avant de répondre alors ? Parce que je sais pas, je m'attendais pas à une question comme ça dans ce jeu. Voilà. Si, parfois je suis un peu cash, qu'est-ce que vous voulez ? Ah oui, je vois ça, oui. C'est des questions intimes, c'est pas des questions sur pour qui vous allez voter ou je ne sais quoi. Non, c'est des questions très intimes. On reste dans notre domaine, on ne s'égare pas ailleurs. Tout à fait. Bon, alors, tiens, deuxième question, plutôt avec 2 hommes, 2 femmes, un homme et une femme. Quels seraient les 2 Allons jusqu'au bout, 2 femmes, allons jusqu'au bout, oui. 2 femmes, oui, bien sûr. Suis-je bête ? Pourquoi je pose cette deuxième question ? Je fais partie de la grande majorité des Français, donc. Des hommes, en tout cas. Oui. Des hommes, en tout cas, oui. Oui. Bon, j'ai perdu mon joker. Dernière question. Est-ce que vous êtes plutôt gros ou petit sein ? Justement, vous les choisiriez toutes les 2 avec des gros ou des petits seins ? Pas trop gros et pas trop petit, donc non, plutôt dans la moyenne. Allez, si je dois donner une réponse, gros, voilà. Si je dois donner une réponse ou gros ou petit, mais plutôt dans la moyenne, voilà, ni trop gros. Plutôt dans la moyenne, mais plutôt trop que pas assez. C'est ça ? Plutôt trop que pas assez, oui. Bon, eh bien, vous pouvez poser une question à Claude Parisot, il vous écoute. Alors, Claude, dans quel endroit le plus insolite avez-vous fait l'amour ? Alors, voilà, va falloir que je réfléchisse un peu. Ah, vous voyez que... Pas réfléchir, mais... Le temps de réflexion sur la première question. Oui. Non, insolite, je sais pas si c'est insolite. Moi, j'aime la nature, donc j'aime respirer, donc c'est en nature, ça peut être en forêt, en mer, mais c'est pas insolite. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment des endroits insolites ? Oui, c'est ça, insolite, je me pose la question. Parce que c'est marrant, on me pose parfois cette question, mais finalement, quel serait l'endroit insolite
Peut-être une cabine d'essayage dans un magasin. Wow, c'est pas très insolite. Oui, au cinéma, ça m'est arrivé au cinéma aussi, mais c'est pas insolite. Dans le train, dans l'avion, enfin bon. Après, il faut avoir l'occasion à ce moment-là d'aller dans des endroits très insolites comme un sous-marin ou je ne sais ou une fusée. Mais... Sur le Taj Mahal. voilà, en haut d'une montagne, en haut de l'Everest, voilà peut-être. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire l'amour en haut de l'Everest. Hein. Déjà, pour y monter, on manque d'oxygène. C'est comme dans un sauna, j'ai essayé une fois, je n'essayerai pas deux. Hein. Il y a des endroits où il vaut mieux éviter quand même, Yannick. Bon. Merci pour vos conseils, Brigitte. Merci à vous en tout cas. Oui, c'est vrai, quand il fait très chaud, attention hein, pour le cœur, l'acte sexuel. Et donc, si on est dans un endroit où il fait très chaud en France en ce moment, attention, prenez le temps de vous rafraîchir. Allez, on fait une petite pause et on continue à évoquer nos choix amoureux avec Claude Parisot qui est avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous, sexothérapeute, thérapeute de couple et auteur de ce livre « Réenchanter son couple » aux éditions Erol, où vous racontez justement l'effet imago dans la vie amoureuse. Arnaud, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Arnaud. Alors vous avez fait une rencontre de quelqu'un qui a priori était un petit peu votre miroir, hein, si je puis dire, et ça vous a lassé. Racontez-nous. Exactement. Je pense avoir rencontré vraiment la personne qui me correspondait si j'avais à marquer sur un papier mes attentes de la personne idéale. Je pense que je l'avais trouvé, donc dans un premier temps exalté à l'idée, et puis finalement assez vite inscrit une routine. Je dirais que c'était dans un âge assez jeune chez moi, j'avais 22 ans, et donc du coup c'est allé assez vite, et je crois que voilà, une flamme s'est éteinte entre guillemets chez moi, et donc du coup le triste constat de voir que malgré le fait que je puisse avoir des exigences, qu'elle n'était pas, elle s'avérait pas entre guillemets intéressante, je pense, dans une vie de couple. Et c'était ça, il y avait un aspect miroir, il y avait une autre partie que soi, mais finalement avec une routine, un enlisement, quelque chose de las, quoi. Et... Vous êtes ennuyé en fait dans la relation. Ouais, il y avait plus d'intérêt. Mais alors intéressant de l'autre. La raison pour laquelle vous vous êtes ennuyé, est-ce que vous la connaissez? Parce que moi, encore une fois, je vous donne deux hypothèses. Hein, c'est pour essayer de faire avancer les choses rapidement. Soit c'est parce que, au fond, elle était un petit peu trop, comment dirais-je, transparente. Hein, et donc à ce moment-là, on a besoin quand même qu'il y ait du répondant chez l'autre, hein, pour qu'on ne s'ennuie pas. Ou alors c'est parce que finalement elle vous a apporté ce que vous aviez besoin à un moment donné, et puis que juste un petit peu comment dirais-je, de possibilité de quitter le milieu familial, de se découvrir dans une relation, puis après vous aviez envie de passer à quelque chose de plus piquant, peut-être, je sais pas. Ouais, voilà, je pense, finalement, c'est qu'elle me ressemblait peut-être pas tant que ça, parce que finalement, c'est peut-être une partie que moi j'avais qu'elle n'avait pas, mais en tout cas, dans un idéal que moi j'avais de la femme à ce moment-là, c'était, elle correspondait vraiment à tous les critères, et, mais il y avait une homogénéité vraiment où du coup, on était vraiment, unis, mais il y avait, un enlisement, quoi, une routine qui moi, était compliquée à gérer. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à sortir de cette relation parce que je sais pas quoi dire, quoi, si ce n'est que je me sentais pas bien, et qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, avec mon jeune âge que j'avais. Donc du coup, je me permets de dire tentons cette audace-là et essayons d'expérimenter autre chose. Et effectivement, après, j'ai pu rencontrer d'autres personnes, et donc du coup, diamétralement opposé, quelque chose qui ne me ressemblait pas, mais entre guillemets, faire cette expérience-là. Et effectivement, il y avait quelque chose de beaucoup plus passionné, de choses au final que moi je cherchais à expérimenter aussi. C'est moi qui vous coupe, mais ce que j'entends aussi, c'est que quand on parle de critères, c'est la tête.
Et l'amour, c'est beaucoup plus que la tête. Et c'est ça le problème. Je connais ça aussi. Des fois, je rencontre des personnes, je me dis, mais vraiment, ça match. Mais si le cœur matche pas, on aura beau avoir tous les points communs qu'on veut, ou l'autre peut correspondre à tous les critères qu'on s'est mis, et tous les critères qu'on se met, c'est forcément mental. Et c'est là que c'est pas très adapté à l'amour. C'est beaucoup plus que ça, quoi, en fait. Et c'est ça que, surtout à 22 ans. Vous disiez que vous avez 22 ans. Je pense que la question est compliquée parce que il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir une relation amoureuse et qui vraiment sont certains que c'est l'homme de leur vie ou la femme de leur vie, et au final 10 ans, 15 ans après se rendre compte que c'était un pervers narcissique, soit je sais pas quoi, ou soit il y a un peu ce truc de la désillusion où je pense que le juste milieu c'est un peu les deux. C'est selon moi, après c'est qu'une projection de ce que je crois, mais j'imagine que pour moi, le cœur à 100%, c'est pas dit que ça marche non plus. Je pense qu'il y a une espèce de chose qui rend aveugle la pertinence d'un amour, je dirais, concret. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, c'est la période romantique, c'est pas l'amour. C'est le sentiment amoureux, tout ça, c'est les hormones. Et les hormones, ça dure un temps, ça dure 3 ans, comme on disait tout à l'heure, maximum. Et l'amour commence après. La plupart du temps, c'est une fois que ces hormones fonctionnent moins dans notre corps, une fois que qu'on voit l'autre tel qu'il est vraiment et non pas avec tout le filtre de toutes les substances chimiques que l'on crée dans la période romantique. Et bien c'est là que l'amour commence, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on met en place et comment tous les deux on chemine, comment on communique, comment on met du piment, comme on l'a vu avec la personne précédente, comment on pimente la relation au quotidien. C'est 2 choses différentes tout à fait. Et je crois que finalement, on est un peu d'accord sur ce sujet-là aussi, et sur le miroir ou sur le fait d'être diamétralement opposé avec la personne que l'on rencontre, mais je crois que finalement c'est une sorte d'équilibre. Pour moi, dans l'expérimentation, entre guillemets, là où j'en suis, je le dirais peut-être d'ici dans 10 ans, ça va peut-être changer, mais en tout cas, je pense que c'est l'équilibre dans le fait de raisonner avec une personne et au final de construire un peu toujours ce cercle de curiosité où on a un intérêt pour l'autre. Et je crois, entre guillemets, pour moi, c'est comme ça que j'ai pu construire le meilleur équilibre. En tout cas, là, je suis avec une personne avec qui c'est un peu le cas, où on se ressemble sur des idées de grande valeur, etc. Mais on n'est pas exactement identique, et en ça il y a un attrait de l'autre, et je crois que... Mais Arnaud, on n'est jamais extrêmement identique. Quand on croit qu'on est pareil, c'est aussi une illusion. De toute façon, j'ai même tendance à dire qu'on ne connaît jamais exactement l'autre, comme on ne connaît pas exactement qui on est réellement, et on est toujours surpris. Enfin moi je pense que on est toujours même surpris de soi-même, de certaines de nos réactions, certains de nos changements. Donc de toute façon, ça va dépendre de notre envie ou de notre capacité à faire couple. Et il y a des moments, peut-être que quand vous aviez 22 ans, vous étiez de toute façon pas dans cette capacité à faire couple, alors que là j'entends que vous êtes dans l'envie de continuer à faire couple. Et parce que la personne, je sens vraiment cette alchimie, par exemple. Et je crois qu'il y a vraiment un peu ces 2 énergies complémentaires qui forment, entre guillemets, ce mélange. Et je crois que pour avoir ce mélange, je dirais, assez unique, et ben, il y a peut-être pas besoin d'avoir la même couleur, ni la couleur opposée, mais une couleur qui se marie, entre guillemets, avec la nôtre. Et je crois entre guillemets, c'est pas complètement l'opposé, parce que en ayant pu vivre une relation qui était vraiment opposée, j'ai vu que les valeurs aussi étaient pas exactement les mêmes, et en ça peut dissonner. Et je crois que voilà, quand il y a un objectif commun, une vision lointaine, déjà c'est un premier bon facteur, et puis après un réel intérêt pour l'autre, une curiosité qui se perpétue dans le temps. Et je trouve que si je résume ce que vous dites, vous avez tout à fait raison. Il y a des valeurs communes, et ça c'est important quand on est avec une personne, d'avoir des valeurs communes, parce que c'est un socle. Et après c'est important d'avoir des choses différentes pour justement s'apporter des choses, se complémentariser, puis aussi mettre de l'énergie, parce que comme vous disiez tout à l'heure, il peut y avoir de l'ennui quand on est trop pareil, et ça veut pas dire qu'aussi on doit être complètement différent. C'est beaucoup plus riche que ça. Mais vous résumez bien quand même ce qui fait qu'un couple est viable, en tout cas peut s'épanouir, c'est d'avoir des choses communes, notamment les valeurs,
et aussi d'avoir plein de choses complémentaires et différentes pour pouvoir mettre de l'énergie et que ça soit agréable dans la vie de tous les jours. Et qu'on ne s'ennuie pas. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. On va continuer, Claude Parisot, après les infos bien sûr, à écouter les choix amoureux de ceux qui nous écoutent. 0826 300 300. Petite devinette, sexuellement, que peut-on dire d'un presbyte? La réponse après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue à essayer de décoder vos choix amoureux. Alors peut-être, Claude Parisot, serait bien quand même de le signaler. Hein, vous êtes sexothérapeute, thérapeute de couple. Vous parlez de la méthode d'Imago dans votre livre Réenchanter son couple aux éditions Erol. Si on est heureux en couple, c'est pas la peine de décoder pourquoi on a choisi telle ou telle personne. En fait, c'est quand on est dans une phase un peu critique, ça peut être intéressant de décoder pourquoi on a choisi. On est tombé amoureux de Claude ou Pierre ou Jacques, parce que ça peut nous aider à dépasser la crise. Oui, c'est ça, mettre de la conscience toujours sur pourquoi on s'est rencontrés et pourquoi on se dispute autant. Oui, ça va nous aider à sortir de là, surtout avec l'approche que j'utilise. Ça, c'est sûr que c'est ça qui se passe dans c'est ce que je dis toujours, l'avant et l'après du stage. C'est-à-dire que les couples comprennent pourquoi ils sont en crise et la plupart du temps, en plus, on perd la connexion, on perd pas l'amour. Mais si tout va bien, je le dis, même avec des couples, je connais un couple d'amis qui est très fusionnel. C'est pas du tout ma façon, moi, de voir le couple. Mais eux, ils sont heureux. Je dis, si vous êtes heureux, arrêtez de vous poser des questions. Ça leur va bien, voilà. Ils me disent, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Mais c'est bien pour vous? C'est super. Exactement. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que chacun a son mode d'emploi et qu'il n'y a pas un mode d'emploi du couple. Il n'y a pas les bonnes cases et les mauvaises cases. Non, je crois que chacun fait comme il peut. Et si ça vous va bien, c'est pas la peine de nous appeler. Mais si ça vous va pas très bien, c'est peut-être bien de nous appeler. Alors, avant de donner la parole à Nathalie qui est avec nous, je voudrais la réponse à ma devinette. Sexuellement, que peut-on dire d'un presbyte? Vous savez pas, hein? Non. Alors écoutez bien la réponse, parce qu'évidemment il y a un jeu de mots. C'est quelqu'un qui voit plus bien. Mais pas mal. Ah oui, hein, pas mal. Mais à deviner, vraiment costaud. À deviner, c'était pas évident. Mais elles sont pas toujours faciles à deviner. Hein, sinon, ce serait trop facile. Bonjour Nathalie. Bonjour à vous deux. Bonjour Nathalie. Ravi d'être avec vous, parce qu'effectivement, je rentre bien dans le cadre des relations que j'enchaîne et qui me ramènent à mes blessures. Alors racontez-nous. Ouais. Alors je pensais, j'avais fait un break parce que j'ai fait une thérapie avec une kinésiologue et je pensais que j'étais sortie du schéma. Et en fait, là, je m'aperçois que j'ai quitté une relation en fin d'année. En fait, je me suis fait jeter, plutôt, on va dire ça comme ça. Bon, donc ça m'a ramené à... On va dire quitter, parce que jeter, c'est une manière négative de voir les choses. Oui, c'est vrai que j'exagère un peu. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça que je me suis sentie rejetée. Donc j'ai travaillé le rejet, justement. C'est pour ça que je dis jeter. Bon, bref, ça m'a ramené au rejet. Et puis, ça m'est suivi, là, j'arrête pas de me faire draguer, en fait. Mais les relations, en fait, les hommes qui me draguent, là, ils ne ressemblent qu'à mon père, quoi. Enfin, et puis, ça me ramène... Ils ressemblent à mon père, mais c'est surtout que ça me ramène à la blessure de... Ce sont des hommes qui ont, en fait, un problème avec leur maman. Mais là, dans ce que vous dites, ça voudrait dire que c'est vous, par votre comportement, qui fait que c'est ce genre d'homme-là qui vous drague. Mais c'est-à-dire que oui, non, parce qu'en fait j'ai rien demandé, ça vient tout seul. Je suis pas là en mode drague, parce que le dernier j'étais en mode jogging, je viens de déménager, donc pas maquillée, pas les alors cheveux, ça je vais tout de suite tordre le cou à cette idée qui fait qu'il faut être bien habillée, séduisante pour être draguée. Hein. Moi je peux vous assurer que quand je promène mes chiens, je ne me maquille pas et ça m'arrive qu'on me drague. Donc ça veut rien dire du tout ça. Je dirais même que parfois certains hommes préfèrent les femmes très naturelles. Très nature, oui, alors je suis plutôt du style naturel parce que je suis jamais très maquillée dans tous les cas. Bon voilà, mais bon, ça n'empêche que voilà, j'étais en mode. Mais bref, c'est encore un homme. Je pense qu'il est petit.
je le sens pas, quoi, en fait. Ça fait, il est pas sérieux. Non, mais il vous plaît pas? Si, il me plaît. Alors, il me plaît. Et quel est le problème? Mais je sais pas, je le sens pas honnête. Je le sens pas, je sais pas, voilà. Et ça me... Alors c'est difficile parce que là vous parlez d'un ressenti, mais rien ne nous prouve que votre ressenti est juste ou pas. Donc oui, c'est évident. Mais bon, après il a eu 2 fois des comportements. Un soir où il devait venir m'aider, il est arrivé, je pense qu'il avait picolé. Il a tendance à picoler, donc ça, voilà. Mon père était alcoolique. Ça me ramène à je sais pas, je dois avoir des mémoires là de blessures, parce que moi mon père, je l'ai idolâtré, bien évidemment. Et les 3 derniers amants que j'ai eus là, ils ont des comportements hyper machos, voilà quoi, hyper jaloux. Comme était votre père, c'est ça? Ouais, comme était mon père. Ouais, exactement. Mais peut-être que déjà, je vais dire une chose qui est un peu, je vais être cash. C'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure que vous avez été voir une thérapeute, une kinésiologue. Donc déjà, une kinésiologue, c'est pas une thérapeute pour moi. En tout cas, c'est pas une psychothérapeute. Ça aide, hein, bien sûr, à comprendre, mais c'est pas ça qui aide à sortir de nos schémas d'ancrage. C'est important de le dire, même si j'ai été voir moi-même des kinésiologues. Mais voilà, faut bien séparer parce qu'il y a beaucoup de mélange dans tout ce qui existe dans le monde de la thérapie. Et ce qui est peut-être important, si vous rencontrez très souvent le même genre de personnes, c'est juste peut-être que à l'intérieur de vous, c'est dès que vous sentez que c'est pas bon pour vous, peut-être apprendre à dire non, c'est-à-dire à dire ça me convient pas. Et le fait de faire ça, je sais que ça c'est une des clés pour sortir de son imago, comme je disais. L'imago, c'est de sortir de l'image de nos parents et de reproduire les mêmes schémas. C'est vraiment de dire stop dès qu'on sent, parce que si vous dites il est alcoolique et plein de choses et que vous continuez, peut-être il y a quelque chose à aller chercher là dans votre positionnement. Oui, alors là je le connais pas depuis longtemps, hein, ça fait quoi, à peine 3 semaines quoi, donc on s'est pas beaucoup vu, mais bon, le peu que j'ai vu, effectivement, donc ça, non, effectivement, de toute façon, dans ce que vous en dites, là encore une fois, on se fie à ce que vous nous dites, on vous sent pas très attiré par cet homme, hein, donc c'est peut-être à vous d'être plus clair aussi sur ce que vous attendez actuellement dans votre vie sentimentale. C'est ce que j'ai pensé, De toute façon, ça me ramène à moi, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous aimeriez actuellement si vous avez une baguette magique? J'aimerais bien partager quelque chose avec quelqu'un. Mais bon, de notre route, effectivement, je pense que je suis pas claire avec ça. Et finalement, parce que je suis une grande indépendante et j'ai pas envie de rendre des comptes. Enfin, j'ai pas, donc, non, mais vous avez dit aussi une chose. C'est pour ça que je pense qu'il est important que vous soyez plus clair avec vous-même. Vous avez dit une chose, que vous avez été jeté. Quand on se sent rejeté, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment aimable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, ça me ramène à une blessure. Vous parlez d'un père qui était alcoolique et pour qui vous aviez une adoration, mais lui, est-ce qu'il vous aimait? Non, mais lui, il ne me regardait pas. J'ai même subi le viol. Donc voyez bien que c'est ce travail-là qui, pour l'instant, n'est pas encore suffisamment fait et qui vous emmène vers, encore une fois, des chimères. C'est ça. Et moi, je le dis pour tous les auditeurs aussi, quand il y a des problématiques d'abus sexuels ou de violence sexuelle, c'est vraiment important d'aller faire un chemin, d'aller voir un psychothérapeute, quelqu'un qui vraiment nous accompagne sur un long terme, dans le sens où ce sont des traumatismes qui sont importants et qui demandent du temps à explorer, à guérir, et c'est vraiment, je le dis souvent parce que dans les couples, moi, aujourd'hui, on sait qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a vécu ça, et c'est vraiment, pour moi, indispensable vraiment d'aller explorer avec l'aide de quelqu'un.
il me semble, en tout cas pour l'instant, Nathalie, continuez à cheminer vers vous-même, et puis pourquoi pas, vous pouvez avoir une aventure avec des hommes qui vous draguent, quelle importance. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas le moment de chercher à vous engager, parce que dès qu'on cherche à s'engager, on va forcément regarder la relation différemment. Alors que si on se dit bon, je prends ce qu'il y a et puis je vis ce qu'il y a à vivre, on n'a pas. Vous comprenez? Oui. Parce que sinon, si vous pensez vous engager avec de toute façon des hommes qui ne sont pas des hommes avec lesquels vous êtes prête à vous engager, vous êtes un pas en avant, un pas en arrière, et vous vous oubliez, alors que pour l'instant, ce qu'il faut surtout faire, c'est de ne pas vous oublier, puisqu'il faut que vous avanciez vers vous-même. D'accord ? Ouais, tout à fait. Merci beaucoup des conseils. Mais je vous en prie, Nathalie. Merci à vous. On continue dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous, sexothérapeute, et je sais que vous faites beaucoup de stages. Le prochain, c'est où ? Là, c'est au Hameau de l'Étoile, à Montpellier. Bon, il est plein. Ah bah oui. Après, c'est en octobre à Lille. À Lille, justement. Oui, chez moi, oui. Et oui, il est presque plein déjà. Et en décembre en Belgique, à Bruxelles, et puis en novembre aussi à Rennes, en Bretagne. D'accord. Et si on veut s'inscrire à un de vos stages, on va sur votre site, j'imagine. C'est ça, Terranéo. Moi, j'ai une page parce que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de sites. C'est au bouche à oreille que ça fonctionne beaucoup. Mais sinon, oui, je suis sur les réseaux sociaux. On met mon nom. Claude Parisot, et on vous trouve. Oui. Isabelle, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, racontez-nous. Vous avez choisi quel genre d'homme, vous? En fait, j'ai écouté l'émission depuis le début et je suis entre mon père, mon ex-mari et puis moi, en fait. Donc, je pense que j'ai testé plusieurs types de relations avec ce type de profil. Tantôt, vraiment quelqu'un qui collait à ce que je retrouvais quand j'étais petite, c'est que j'étais contre mon père, dans le toucher, dans le physique. Après, dans la sécurité, avec mon ex-mari, oui, la sécurité matérielle, sécurité affective, j'ai toujours recherché aussi ça, et avec le dynamisme intellectuel. Et puis aujourd'hui, je vois quelqu'un, c'est pas une relation sérieuse, c'est plutôt épisodique, mais on se voit depuis 2 ans, on s'entend bien, et effectivement, je dirais plus qu'on se ressemble vraiment. Et je déteste chez lui ce que je n'arrive pas à assumer chez moi. et ça m'aide énormément en fait. Parce qu'à chaque fois que je vis une situation en crise antérieure par rapport à un de ses comportements, aujourd'hui, au début je le vivais extrêmement mal, mais aujourd'hui je sais que c'est chez moi que je dois trouver pourquoi en fait je réagis comme ça. Et ça m'aide énormément. D'autant plus que lui, par rapport à mon comportement, il me dit là tu vas trop loin en fait. Là, tu as réagi de façon excessive parce que moi, je suis comme ça, je changerai pas, tu le sais depuis le début, et c'est entendu en plus. Donc, si tu veux plus qu'on se voit, on se voit pas. Mais par contre, si tu veux qu'on continue à se voir, t'acceptes que je sois comme ça. Donc, il vous remet bien ses limites. Oui. Ah, mais complètement. Mais en même temps, c'est bien. C'est bien parce qu'en plus, vous les acceptez. Oui. Parce que au début, si je fais si je boude 1 minute, après je finis par lui dire oui, effectivement mon comportement était excessif, et d'autant plus que ce que je déteste quand ça se passe comme ça, c'est que c'est moi en fait que j'aime pas dans cette situation-là, parce que ce que tu fais dans ton comportement, c'est ce que je fais moi. Donc, et puis ce que je peux imaginer, c'est que quand il vous met la limite, ça vous sécurise. Parce que c'est ça aussi, parce qu'il parle de lui, il met stop, et puis il y a quelque chose qui, même si c'est pas agréable, c'est ça qui se passe, c'est que ça sécurise, et ça nous permet vraiment d'oser être nous-mêmes. Complètement. Et ça, c'est oui, parce que comme il pose sa limite, vous savez que vous ne risquez pas de le perdre, puisque vous n'irez pas plus loin que ce qu'il peut accepter. Oui, et puis alors ce qui est plus difficile, c'est que moi, parce que quand je pose des limites, au final,
il les dépasse pas non plus. Il les dépasse pas non plus. Et parfois, il y a eu besoin que je le dise plusieurs fois parce que la première fois, j'étais pas claire. Et je le sais parce que j'ai toujours eu peur de perdre les gens, en fait. Voilà, j'ai une angoisse de perte qui est importante. Et effectivement, avec lui, ça fait 2 ans. On vit des fois des situations vraiment cocasses. Enfin voilà, on s'interdit pas de voir d'autres gens, on n'est pas, mais on s'aime énormément, je pense. Enfin, il y a autre chose derrière ça. Il me semble qu'il y a de la confiance qui grandit dans cette relation. Je sais pas. Oui, je sais comment il sait comment je suis. Mais il vous donne, alors je vais dire les choses plus clairement, il vous donne confiance en vous. Oui. Et moi je lui donne confiance en lui, mais alors là par contre à 1000%, oui, c'est vrai, exactement. Mais ça c'est parce que là tous les deux vous mettez tous les deux vos limites, et ça je le dis vraiment pour tout le monde, pour les auditeurs, c'est vraiment ça dans les stages notamment, quand très souvent ce qui crée des douleurs dans la relation, c'est que on va accepter des choses qui sont pas acceptables parce qu'on a peur de perdre l'autre ou peur de se sentir rejeté, peur d'être abandonné. Et donc, on met pas de limite, et c'est ça qui va créer l'espace, le gouffre et même l'éloignement. Par contre, si je m'autorise à être comme je suis, c'est-à-dire je dis non, ça je l'accepte pas, ou ça c'est voilà, moi c'est ma limite, mais ça crée vraiment une sécurité. C'est-à-dire c'est juste de dire qui on est, et puis de voir que l'autre est toujours là, ça crée de la sécurité. Et ça c'est essentiel. Et tous les deux vous le faites. Donc, moi je suis pas trop étonné que vous sentiez tous les deux en sécurité. Oui, mais c'est vrai que parfois, moi, j'ai besoin de le rejouer plusieurs fois, en fait. Un exemple, je ne voulais pas aller à une soirée, j'habite Bordeaux, tous les mois, il y a une soirée qui est assez importante sur Bordeaux, je ne voulais pas y aller parce que je lui dis, il me demande si j'y vais, je lui dis non parce que j'ai pas envie de te voir alcoolisé, en fait. Et donc là, j'ai plus envie de ça, donc en soirée, donc du coup, je fais ma soirée ailleurs. Eh ben, en fait, il a fallu quand même que j'y aille. Pas que j'y aille pour m'amuser, mais que j'y aille pour vérifier qu'effectivement cette soirée-là allait être comme d'habitude, en fait. Et il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que effectivement j'ai pas aimé cette soirée, j'ai pas aimé voir ce que j'ai vu. Et du coup après je lui en ai voulu et je lui ai dit voilà. Et mais il m'a dit mais en fait moi je t'avais prévenu, en fait tu sais très bien comment ça se passe. Donc il fallait pas venir. Tu l'avais dit que tu viendrais pas, mais t'es venu quand même. Donc en fait il est où le problème, en fait. Merci de nous dire ça. Merci. Et du coup effectivement je lui dis oui. Il a fallu inconsciemment et consciemment même que j'aille vraiment vérifier cette situation et que je me mette encore face à ma difficulté à moi d'accepter que tu es comme ça. Et je pense effectivement que accepter l'autre comme il est, c'est de l'amour, en fait, tout simplement. Et parfois, ça peut être difficile parce que c'est pas ce qu'on voudrait. Oui, mais vous avez au fond de vous sans doute encore l'espoir de le changer sur ce plan-là. Certainement, mais je n'ai pas non plus envie parce que je l'aime comme ça, en fait. Et que moi, ça m'autorise aussi à être comme lui, au final. Voilà, en fait. C'est très ambivalent, en fait. C'est vraiment, j'apprends de moi bien sûr, Isabelle, mais je serais assez indulgente quand même sur ce que vous racontez parce que, alors c'est un très bel exemple et je suis d'accord avec Claude, merci de le donner, mais je serais plus indulgente parce que en même temps, on n'a pas envie que quelqu'un qu'on aime ou en tout cas pour qui on a de l'affection continue à être alcoolique. Donc que vous ayez mais là, il n'est pas alcoolique. Enfin là, c'est pas d'alcoolisme, c'est juste que en soirée il y a des débordements et que ça m'agace, en fait. Mais comme moi, je peux me déborder aussi en soirée. D'accord. Et voilà. D'accord. Et voilà, en fait, c'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai réduit, mes sorties, mes soirées, et j'essaye. Vraiment, j'ai plus du tout envie de ça. Ça a été un temps, quand on est célibataire, on a toujours un temps assez festif. Et moi, j'essaye de le calmer. Mais au final, je me rends compte que c'est cyclique. Là, ça va pendant 2 mois, je fais rien. Puis après, pendant 3 week-ends, je vais sortir et puis me coucher tard, quoi. Mais je peux pas reprocher à l'autre, en fait, ce que moi j'assume pas chez moi ou ce que moi des fois j'accepte pas parce que le lendemain je suis pas bien, parce que d'accord. Et voilà, et c'est surtout ça, en fait, c'est surtout ça. Merci pour votre témoignage parce que c'est vraiment ça. Quand vous respectez pas vos limites, c'est là que vous êtes face à de la souffrance ou quelque chose qui vous convient pas. Mais en même temps, je peux entendre, moi, que vous ayez besoin de vérifier des fois et puis de replonger ou bien de refaire des choses que vous n'avez pas envie de faire
pour vous rendre compte que finalement on peut pas changer l'autre surtout, et que vous, c'est à vous à prendre soin de vos besoins. Et par exemple, ne pas aller dans les soirées où il boit pour pas voir ça, et chacun, puissiez vivre vos soirées comme vous l'entendez quand vous êtes pas ensemble. Mais enfin, en tout cas, ce qui est bien aussi, dans votre témoignage, on l'entend, il y a de la communication. Donc, a priori, ça fonctionne quand même plutôt bien. Merci beaucoup, Isabelle, de votre témoignage. On va faire une petite pause et on va revenir sur le point G, le Graal de la sexualité féminine. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Eh bien, Claude Parisot, nous partons sur le Graal de la sexualité féminine, ce fameux point G. Alors c'est vrai, ça serait génial quand même. Vous imaginez, il suffirait d'appuyer sur un point précis et à coup sûr, vous donnez un orgasme à votre compagne. Ça serait génial. Hein. Bon, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous imaginez bien. Mais moi, ce que je voulais juste dire, c'est que bien sûr, le point G, c'est pas le starter du plaisir féminin. Il n'est pas indispensable de le stimuler à chaque rapport, mais il existe bel et bien une zone qu'on pourrait appeler point G si vous voulez. Beaucoup de femmes en témoignent, et je suis quand même toujours étonnée d'entendre encore des gens, surtout des hommes d'ailleurs, qui mettent en doute cette existence. Bon, je veux dire, on a suffisamment eu de témoignages, d'avis de spécialistes. Donc, en effet, il y a une zone, et quand on sait que cette zone-là correspond à peu près à l'endroit où se situent les racines du clitoris, qui, on le sait maintenant, sont très profondes, je vois pas ce qu'il y a de très étonnant à ça. Alors, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est pas, c'est pas indispensable d'aller tout le temps stimuler ce fameux point G. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est de imaginer un peu plus, alors que ce soit par une visualisation ou par un toucher, son corps en tant que femme, et donc cette partie de son vagin qui est quand même une partie qui peut être intéressante. Voilà. Et puis après, vous faites l'amour, et puis si par accident il y a un orgasme grâce à une stimulation du point G, tant mieux. Hein, on va pas se plaindre. Voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est éventuellement, certes, le frottement du gland de la verge, mais c'est plutôt avec un doigt assez habile ou un jouet spécialement adapté à cet endroit qu'on va pouvoir découvrir une sensation différente, qui parfois même peut être un petit peu désagréable au début, parce que voilà. Et puis parfois ça peut même déclencher le fameux phénomène fontaine, hein, donc une sorte de jaillissement aquatique, si je puis dire. Voilà. Mais certes, c'est pas le Graal de la sexualité féminine, mais je trouve que c'est une manière d'avoir envie d'explorer et puis de jouer. Voilà. Après. Il y a des moyens de le découvrir plus que d'autres. Ce sera peut-être le propos d'un autre Love Conseil plus tard. Oui, et puis moi je m'y intéresse pas depuis très longtemps, étonnamment, en tant que sexologue. Oui, je veux dire quand je recevais en individuel, mais moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a j'ai jamais eu besoin d'avoir des zones et puis d'aller à des endroits. Mais ce qui est, je trouve étonnant, c'est que chaque femme est différente. Il y a pas, ça ne marche pas à chaque fois. Il y a des fois, il y a des réactions incroyables, des fois pas trop. Des fois, je trouve que vraiment, c'est la beauté, je trouve, de l'anatomie féminine, c'est que c'est jamais aussi la même chose, et il n'y a pas de recette miracle, comme tu dis, Brigitte. Et moi, l'invitation, c'est vraiment à explorer, c'est vraiment de jouer, de s'explorer. Voilà, s'explorer, j'aime bien comme le livre de notre ami Guillaume. De Brébizon, que nous en profitons pour le saluer. Exactement. Alors, on va continuer avec Eugénie qui nous rejoint. Bonjour Eugénie. Bonjour. Bonjour Eugénie. Alors, vous avez reçu cet œuf vibrant qui s'appelle Elva, télécommandé. Donc, voilà l'œuf et voilà la télécommande. C'est de la marque Soifcom, qui est une marque assez luxueuse, hein, je précise. Et bien sûr, on le trouve sur ruedesplaisirs.com. Alors, je vous écoute, Eugénie.
Alors, j'ai reçu ce petit jouet et c'est vrai qu'il est très, comment dire, il est haut de gamme. Il est même l'écran, on peut dire que c'est un écran. Il est vraiment très joli, il est bien fini. Alors, il est livré avec un câble de charge USB, et une pile de rechange et une petite pochette. Elle est toute mignonne, une matière, elle est adorable. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors, il a 5 modes de vibration, 5 intensités différentes, et il a un mode intelligent. Alors, c'est quoi un mode intelligent pour un jouet? Alors, de ce que j'ai compris, en fin de compte, la vibration, elle part, c'est tout doux, et puis après, elle augmente tout doucement. D'accord, et elle augmente toute seule, comme ça, oui. En fonction de vos vibrations à vous? C'est ça, voilà. Il est vraiment adorable. Alors, c'est la première fois que j'ai essayé un œuf. Et je dois dire qu'au début, j'ai eu un peu peur quand même. En le mettant, je me suis dit, bon, il y a deux choses. C'est où il va tomber, où il va remonter. Et c'est vrai que c'est des peurs infondées, mais on a toujours un peu... Non, on peut toujours retirer un objet du vagin, puisqu'il y a heureusement le col de l'utérus qui ferme quand même. Mais évidemment, à ne jamais mettre dans l'anus, évidemment, parce qu'alors là, pour le récupérer, vous allez aux urgences. Mais c'est vrai que c'est une petite peur infondée quand on n'a jamais essayé. C'est impressionnant, mais c'est tellement agréable finalement. Alors, on peut toujours le poser sur le clitoris, puisqu'il vibre de toute façon. Mais l'intérêt de ce jouet, c'est qu'on peut en effet l'introduire dans le vagin et puis après se caresser ou éventuellement même avoir un homme qui nous fait une sodomie. Enfin, il y a plein d'intérêts différents. Mais l'intérêt surtout au départ des œufs, qui étaient en pierre. Au départ, c'était des jouets qui remontent à l'époque où il n'y avait pas encore d'électricité et puis de piles. C'était de pouvoir sentir quelque chose dans son vagin pour justement stimuler un petit peu plus la sensation vaginale. D'accord. Pour éveiller les sensations vaginales. Ok, bon. Il remplit bien son rôle. J'ai l'impression qu'il remplit bien son rôle. Mais c'est vrai qu'il est d'une jolie couleur en plus. Il est joli, oui. Il est beau. Un violet Parme, non, c'est un joli objet. C'est vraiment, c'est une marque de toute façon assez classe. La marque Swavcom. Alors, vous me donnez sa note? Je lui mettrai un 9. 9 sur 10. 9 sur 10. Voilà. Il est vraiment très joli. Il est waouh. Eh bien, 9 sur 10 pour cet œuf vibrant télécommandé Elva de la marque Swavcom, ce qu'on retrouve sur ruedesplaisirs.com. Vous vouliez parler d'une relation avec que vous aviez vécue, non? Non, ça va. Ça va. Eh bien, merci d'avoir testé pour nous ce jouet. On continue avec Steve. Bonjour Steve. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité. Bonjour Steve. Bonjour. Oui. Alors, vous avez rencontré une femme avec qui ça va, mais ça n'a pas été la première, Non, ça va parce que justement, on a, comment ça s'appelle, on n'est pas du tout dans cette fameuse posture ou relation miroir. Bien avant de rencontrer mon épouse il y a des années, souvent lorsqu'il y avait cette comment ça s'appelle, cette situation, ou du moins quand on était un petit peu dans cette relation, ça ne marchait pas du tout. 9 fois sur 10, ça marchait pas. C'est-à-dire que vous choisissiez vous avez essayé de rencontrer des femmes qui vous ressemblaient et ça ne marchait pas, c'est ça? Oui, alors évidemment au niveau de l'inconscient, peut-être c'est inconscient, au-delà du physique, si vous voulez, c'était peut-être pour me rassurer d'être avec une personne qui me ressemblait un petit peu, vous voyez, au niveau état émotionnel, etc. Et alors ça c'est peut-être du domaine inconscient, mais ça m'a, comme je vous dis, 9 fois sur 10 ça marchait pas. Non, mais ce que vous dites est intéressant. Enfin, en tout cas, ça me fait penser aux fameuses relations homosexuelles qu'on a parfois à la sortie de l'adolescence, où on cherche vraiment un autre soi-même pour justement continuer à se construire sans se mettre en danger. Et c'est peut-être ça qui s'est passé pour vous. Au début, des femmes qui sont un peu, enfin, que vous avez l'impression qu'ils sont un petit peu comme vous, il ne va pas y avoir de conflit de ce fait-là. C'est l'impression. Ça peut être ça. C'est confortable. Vous voyez, c'est confortable. Sauf que, voilà, j'ai rencontré... Sauf que c'est ennuyeux. Mais c'est pas forcément épanouissant.
c'est pas très évolutif. Voilà. Et ce qui s'est passé, donc j'ai rencontré qui est devenu mon épouse, ça fait 21 ans que nous sommes ensemble. Et c'était toujours confortable quand je rencontrais quelqu'un. Alors je suis sur cette ligne-là, hein, c'est-à-dire que je proposais quelque chose et la personne me disait oui tout le temps. Alors bien évidemment, dans les relations miroirs, il n'y a pas que cette lecture-là, mais je vous propose celle-ci. Et donc, moi, des choses qui me paraissaient, si vous voulez, harmonieuses pour nous deux, vous voyez, alors, ça peut être d'aller au resto, d'aller au cinéma, d'aller marcher, enfin bref, le quotidien, peu importe. Et la première fois, elle m'a dit non, je souhaite me reposer. Alors je vous dis cet exemple parce que ça m'a surpris en fait, la toute première fois, au tout début. Oui. Et donc j'ai dit mais... En fait, ça m'a mis en insécurité parce que moi-même, alors peut-être un peu narcisse, peut-être je ne sais pas, ça c'est au niveau de la psychologie, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a bousculé et mon épouse s'est proposée, si vous voulez, en tant qu'individu, plus en tant que groupe. Et du coup, puis voilà, elle se positionne et donc on a évolué ensemble avec les. Ça me fait plaisir d'être avec toi, mais moi je souhaite prendre du temps pour moi, par exemple. Vous voyez ? Et bien évidemment, sur 21 ans, il y a des semaines, des mois, des années où beaucoup de choses se sont passées qui m'ont fait... où en fait on évolue, si vous voulez, même si nous sommes en contradiction et pas d'accord, et évidemment on n'a pas les mêmes goûts sur plein de choses, eh bien c'est évolutif. Oui, on évolue ensemble. C'est une relation qui vous oblige à avancer... par rapport à vous-même et par rapport à elle. Mais sans doute que vous aviez aussi choisi des femmes qui vous aimaient dans le sens qu'on a besoin d'aimer l'autre et du coup on se soumet. C'est aussi quelque chose qu'on rencontre parfois surtout dans nos premiers choix amoureux, Claude Parizeau. On va plutôt choisir quelqu'un qui nous aime que quelqu'un qu'on aime, et donc c'est facile d'imposer un petit peu son pouvoir. Oui, et puis tout dépend de la blessure narcissique que l'on a. Des fois, c'est plus important. Les hommes ont besoin, les hommes comme les femmes, on a besoin d'être aimés, et des fois c'est plus important que d'aimer. C'est vraiment la faille narcissique qui nous fait rencontrer la personne qu'on choisit. Donc oui. Mais je sais pas si c'est, en réfléchissant, je sais pas si c'est au début. Je pense que ça peut même. Oui, ça peut perdurer. Oh, oui, ça peut perdurer. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Donc ça fait 21 ans, on est sur notre 21e année, et en fait ce qui est intéressant, alors évidemment, je sais pas, Brigitte est notre invitée, pardonnez-moi votre prénom, excusez-moi. Claude, oui, excusez-moi Claude. Bien évidemment, ça fonctionne, je veux dire notre recette, entre guillemets, fonctionne pour nous, vous voyez. Donc on peut pas le généraliser. Bien sûr. Mais nous essayons de nous observer, alors plus nous regarder, nous observer, avec un regard neuf, par exemple, vous voyez. Alors, est-ce que c'est un lien avec le sujet d'aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas, on essaie d'évoluer par rapport au connu, ce qui a été, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites, etc. Et d'avoir un regard aussi en essayant une observation, en essayant de s'éloigner de l'étiquette. Et par exemple, c'est pas mon épouse, mon mari, non, c'est l'individu à part entière en fait, en face. Oui, c'est ce qu'on fait un peu quand on se regarde, quand on fait un dialogue imago, on commence, on ferme les yeux, on se centre, et puis on ouvre les yeux, puis on essaie de voir le partenaire comme si c'était la première fois. Bah vous, c'est un peu ce que vous faites dans ce que vous dites. C'est-à-dire que vous essayez de pas de projeter des choses sur l'autre ou de ce que vous connaissez, parce qu'il y a des couples qui disent, oui, mais je sais ce que tu penses, ou je sais ce que tu vas dire. Non, vous, ce que j'entends, dites-moi si je me trompe, mais c'est que vous essayez de vraiment de vous observer, de voir vraiment qui est l'autre, et au jour le jour, quoi, en sachant que ça évolue. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, Claude, tout à fait. C'est ce que je vous propose, c'est-à-dire un regard neuf. C'est ça. Mais en fait, on est tellement conditionné par rapport à plein de choses qui me paraît normal, en fait, c'est pas normal. Donc on essaie d'évoluer sur cette fréquence-là, vous voyez. Donc du coup, la relation miroir, oui, alors il y a des moments où effectivement on va dire oui avec grand plaisir, nous faisons ensemble, oui je suis d'accord. Pas complètement d'accord, c'est difficile, c'est pas difficile, mais d'accord. Et non, etc. Et oui, ça me plaît, non, ça me plaît pas. Bref, une relation qui nous paraît, en tout cas, relativement. Et ça vous arrive, par exemple, de pas du tout être d'accord et d'être obligé de trouver un compromis? Oui, alors là, on a découvert ça il y a pas ce que vous proposez, Brigitte, et merci. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que par rapport à mon parcours professionnel, où je suis reparti à 52 ans d'une page blanche, vous
voyez, où pendant des années, j'étais dans un cadre professionnel. Et du coup, ce qui a fait que ça a bousculé pas mal de choses. Et en fait, je me suis positionné par rapport à mon choix de vie, qui a un sens profond pour moi, au-delà du but. Hein. Et du coup, difficile de pas l'imposer. Mais on l'impose un peu quand même. Donc, on a 3 enfants. Forcément, donc, oui, bien sûr. Avec les risques que ça comporte, j'imagine. Oui, si vous voulez, les risques, entre guillemets, matériels, ça s'arrange toujours. Mais c'est surtout le doute, Brigitte. Enfin, le doute, c'est terrible, parce qu'en fait, par rapport à ce nouveau parcours, où je me suis proposé, et donc là où je vais en venir par rapport à ce que vous m'avez posé la question, super, c'est que oui, j'ai dit, non, là, je suis pas d'accord. Voilà, je souhaite faire cela. Alors, bien évidemment, de façon modérée, mais pas de l'imposer. Donc, du coup, ça a créé des frictions. Évidemment, une opposition. Vous voyez ? Et je pense que le réel dialogue s'est installé. Donc vous avez affirmé votre désir de changement qui a priori n'était pas elle n'était pas d'accord, et il a fallu en effet négocier, et visiblement elle a accepté. Alors avec de longs échanges, bien évidemment, non, je suis pas d'accord, mais donc parce que je ne souhaitais pas l'imposer. C'est difficile, cette posture. Oui, mais c'est vraiment intéressant, et merci de cette réponse, parce que ça montre aussi que un couple au long cours, il peut y avoir des changements de vie, des changements de situation professionnelle, des maladies, et là ça peut demander une vraie négociation de part et d'autre pour arriver à continuer. C'est vrai, c'est pas bon. De toute façon, la vie de couple, ça vit, ça bouge, c'est pas un long fleuve tranquille, évidemment. Claude, vous voulez réagir à ce que vient de dire aussi ? C'est ça, vous trouvez des ententes, comme on dit. Moi, j'aime pas le mot compromis, mais c'est plutôt des ententes, même si des fois, c'est important de trouver en tout cas une solution. Mais d'imposer, ça ne marche jamais, parce qu'on vient appuyer sur les boutons rouges de l'autre, et il peut y avoir de la soumission, et puis ça peut réveiller d'autres choses. Et ce que j'entends, en tout cas pour vous, c'est que vous arrivez vraiment à communiquer. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un point important. C'est la clé vraiment du couple. Et Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Pardon. Et en mettant de la nouveauté, essayant de trouver des solutions nouvelles à chaque fois. Donc ça, je trouve ça très riche. Et ce sera notre sujet lundi, comment apprendre à communiquer dans le couple, comment communiquer en amour, ce sera lundi avec Christophe Médici. On fait une petite pause et puis on va conclure. Claude Parisot, à tout de suite. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye ? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous. Vous êtes sexologue, sexothérapeute, auteur de Réenchanter son couple. C'est aux éditions Erol. Alors, Réenchanter son couple, le titre signifie en fait que grâce à la méthode Imago, on peut réenchanter son couple, c'est-à-dire dépasser la crise, dépasser le conflit et repartir sur de nouvelles bases. C'est un peu ça. Et alors, expliquez un petit peu comment ça se passe. On peut pas le faire tout seul, ou on peut le faire tout seul ? Il me semble que dans le livre, vous donnez quand même quelques conseils pour le faire en couple. Oui, c'est plus c'est réenchanter avec, entre parenthèses, ça peut être enchanter son couple pour les jeunes couples. J'ai fait pendant la pandémie un dialogue qu'on peut faire à soi-même quand notre partenaire n'est pas disponible, et puis pour juste aller voir pointer l'origine de la souffrance qu'on a avec notre partenaire, la souffrance ponctuelle, la souffrance, la colère ou la tristesse que un comportement ou un mot peut nous blesser. Et donc on peut le faire seul, le chemin, et c'est un chemin qui nous amène à l'intérieur de nous, et de comprendre en faisant le lien avec l'enfance. Mais oui, je donne beaucoup mon parcours, parce que moi je viens de assez loin. J'avais vraiment du mal à écouter, très réactif, le sang italien qui bouillait dans mes veines. En tout cas, j'étais très réactif parce que j'avais pas de confiance en soi, c'est aussi beaucoup lié. Et j'ai beaucoup appris avec cette méthode vraiment à écouter, à avoir la vérité du monde de l'autre. C'est ça qu'on fait, c'est-à-dire on va voir la vérité de chacun, parce qu'il n'y en a pas un qui a raison. C'est les deux ont raison. C'est d'aller voir la vérité de chacun et de voir que c'est important d'écouter l'autre. Et quand l'autre se sent écouté, déjà le problème n'existe plus, parce que le problème n'est pas le problème. Les gens qui veulent résoudre leur problème, souvent c'est la blessure qui est en dessous. Et donc oui, on travaille essentiellement avec les couples, et on met les couples face à face, les yeux dans les yeux,
et on leur fait faire des dialogues, ce qu'on appelle, il y en a un qui parle, et l'autre va faire juste le miroir de ce que l'autre dit, et il va vérifier est-ce que c'est bien ça, vérifier ce qu'il a bien entendu. Puis, les amorces, nous, on propose des amorces, soit sur des feuilles. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire j'aime pas quand tu... Je prends exprès un exemple concret pour que tout le monde comprenne bien. Tout à fait, on va prendre un exemple. J'aime pas quand tu rentres plus tard et que tu me préviens pas, ça me met en insécurité. C'est ça. Et l'autre va répondre quoi, par exemple? Il répond pas, en fait, il fait le miroir. C'est-à-dire, on commence par une situation qui nous a blessés. On parle que de la situation précise, et après, on va amener la personne à dire, moi, ce que j'ai ressenti quand t'as fait ça. D'accord. Et donc je dis, je n'aime pas quand tu ne me préviens pas, j'ai l'impression que tu me respectes pas, etc. Et l'autre... Et l'autre fait le miroir, je t'entends dire que... donc tu veux bien... Donc l'autre va répondre, j'entends que ça te blesse parce que j'oublie de te prévenir. Est-ce que tu veux... Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça, voilà. Voilà, et je vais dire oui, c'est bien ça. Et puis ce qui me fait le plus mal dans ces moments-là, ce qui me fait mal, on a tous des amorces de phrases que moi je vais faire quand je suis thérapeute, mais si je suis pas là, il y a des feuilles, c'est-à-dire que moi je donne des feuilles aux gens que j'accompagne, et ils mettent avec une passe à linge sur le partenaire, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée, et ensuite les personnes vont descendre dans leur cœur, c'est-à-dire que si on commence à raconter le pourquoi, mais avec notre tête, il va rien se passer, puis l'autre va réagir, va se sentir accusé, tandis que si je parle de moi, c'est-à-dire, oui, je me suis senti seul quand t'as fait ça, je me suis senti transparent, et puis ce qui m'a blessé, c'est que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, puis j'ai l'impression de devoir le répéter, et dans ces moments-là, et je réagis en criant, ou je réagis en me fermant, ou en m'anesthésiant, parce que j'ai peur de... Et donc l'autre n'a pas le droit de répondre. Non, il fait juste le miroir. Oui, mais c'est parce que tu m'agresses, etc. Donc on n'a pas le droit de répondre. Non. Mais alors, et ensuite on échange, c'est ça? Alors... Merci, c'est vrai que c'est justement ça l'essentiel. C'est-à-dire que, si je prends un exemple vraiment précis, quand je vais parler, moi par exemple, je me souviens de ma partenaire, je raconte souvent cette anecdote. Je la fais rapidement. C'est-à-dire qu'elle me parle des portes que je ne fermais pas. Et elle va me parler des portes, ce que ça lui fait et tout ça, puis ça va durer 40 minutes environ, le dialogue, ça dure quand même un certain temps, où on descend, et je me sens transparente, et j'ai l'impression de pas exister, je me sens seule, triste, puis je boude parce que j'ose pas te le dire, etc., etc. Et à un moment, on fait le lien avec l'enfance. Est-ce que ça me rappelle de mon enfance? Ça me rappelle quand ma mère elle avait le cancer, que je devais toujours passer derrière elle, et que je boudais parce que j'osais pas dire quelque chose, et puis je me sentais seule, j'avais l'impression de... Et là. Et après, je fais le résumé, je résume de ce qu'elle a dit. Puis après, je vais la valider. Je vais dire, maintenant, je comprends que quand je ferme pas la porte, tu puisses te sentir comme ça parce que Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Puis je vais faire de l'empathie. Et j'imagine alors que dans ces moments-là, tu te sens en colère, triste. Et je vérifie. Est-ce que c'est bien ça? Une fois que j'ai fait ça, le fait d'avoir fait de la validation, d'avoir fait de l'empathie, elle s'en fout, les portes, on s'en fout. La porte, c'était la partie émergée de l'iceberg. Nous, on a été voir les 90%, mais le fait d'être entendu. Bien sûr. Et le lendemain, j'ai commencé à fermer mes portes. Alors que je fermais pas mes portes depuis tout petit, puisque moi, j'ai vécu de l'abus, et que je me sens enfermé, que j'ai toujours besoin de me sentir libre. Toi, j'exagère juste. C'est-à-dire que cet échange vous permet de vous rendre compte à quel point c'est plus important pour elle que la porte soit fermée que pour vous qu'elle reste ouverte. C'est même pas ça. Elle, c'était même pas que la porte reste fermée, c'était d'être prise en compte quand elle me demande quelque chose que je le fasse. Oui, bien sûr, mais je veux dire sur cet exemple très concret, parce que c'est souvent ça dans un couple. Vous parliez tout à l'heure de l'éponge dans l'évier. Je veux dire, dans un couple, ça part sur des détails. Sur des détails. Mais en effet, derrière le détail, il y a une grosse blessure. Il y a une grosse blessure, et c'est ce qu'il faut arriver à décoder. Et c'est pas simple. C'est pas simple parce que la personne elle-même ne sait pas. Souvent. Pourquoi? C'est pas simple, sauf avec cette structure-là, on y va à chaque fois. Mais je dis bien à chaque fois. Et ça éclaire, et ça répare surtout, et on voit que l'autre n'est pas là ne fait pas les choses pour nous embêter, et ça crée vraiment du lien, systématiquement. Eh bien voilà, vous en savez un peu plus sur la méthode Imago pour que votre couple puisse se réenchanter. Merci beaucoup Claude Parisot. Merci Brigitte. Merci à tous. Demain, on sera avec Jean-Michel Gourlian. On va revenir sur le fameux désir, le désir mimétique. Vous allez peut-être mieux comprendre de quoi on parle. Et puis tout de suite, évidemment, vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.